Et moi, Patrick, je vais mélanger trois chroniques que vous pouvez retrouver chacune d'entre elles sur notre chaîne YouTube. Mélanger trois chroniques pour essayer de les tisser entre elles pour former ce qu'on pourrait appeler un blueprint, c'est-à-dire finalement un plan pour les 15 prochaines années. Alors, ça concerne un certain type d'entrepreneurs qui peuvent avoir envie de se projeter à 15 ans, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Mais si vous avez envie de vous projeter à 15 ans, je vais vous proposer de suivre une voie ou d'imaginer de suivre une voie parmi d'autres. Ça n'est pas la seule. Alors les trois chroniques que nous allons tisser ensemble, c'est d'abord celle du 27 novembre 2020, 15 ans pour réussir. Et je vous rappelle que on disait en ouverture de cette chronique que overnight success is 10 years in the making, c'est-à-dire que lorsque vous voyez quelqu'un réussir subitement ses 10 ans de travail, nous chez Melsion, Chassagne et compagnie, on pense que c'est plutôt 15. La deuxième chronique de décembre 2020, est-il possible pour un entrepreneur de diriger plusieurs entreprises avec le risque que nous mettions en exergue, qui trop embrasse mal étreint, le proverbe français. Et cette troisième chronique sur la holding dont nous rappelions en ouverture, alors en octobre. Oui, on est sur l'automne de l'année dernière, donc des chroniques qui ont presque automne-hiver, c'est le retour d'un an en arrière. Nous rappelions qu'une holding, c'est une société qui détient des participations dans d'autres sociétés. C'est un outil très utile aux entrepreneurs, au-delà des raisons habituellement évoquées. Et donc, nous allons aller regarder successivement les idées clés de ces trois chroniques et nous allons essayer à la fin, évidemment, de mélanger tout ça dans quelque chose de cohérent. Donc la première, 15 ans pour réussir, c'est quelque chose qui nous a frappé, c'est que les entrepreneurs qu'on a rencontrés au cours des 25 dernières années, et il y en a probablement plus de 10 000, on ne tient pas un compte précis, mais c'est une estimation, euh, ils allaient de 20 ans à 80 ans et plus, ils avaient entre aucun et 45 000 collaborateurs, ils pouvaient être des acteurs locaux ou mondiaux, et avec toutes les étages entre ces différentes tailles d'entreprise. Et nous avons constaté différentes définitions du succès, mais toujours un point commun, le temps long. Alors, on peut séparer un parcours entrepreneurial en 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Ce que nous constatons, c'est que si votre projet a entre 3 et 5 ans, votre taux de réussite, encore une fois, il faudrait s'entendre sur la définition de la réussite, mais votre taux de réussite, c'est environ 1%. C'est le taux qu'on constate sur les startups qui sont un petit peu comme de l'herbe. Ça pousse chaque année, ça meurt chaque année, votre gazon renaît, vous avez le sentiment et l'impression que c'est le même gazon, mais en fait, ça n'est pas du tout la même plante, puisque chaque année, ça se renouvelle. 50% de réussite en 10 ans, c'est ce qu'on pourrait appeler un arbuste. Un arbuste, ça va grandir et atteindre une certaine taille et commencer à donner des fruits en général en 3 à 5 ans. Et puis ça va vieillir, ça peut durer quelques années, 10 ans, 15 ans, mais ça ne grandira pas plus que la taille de l'arbuste. Et puis après, vous avez l'arbre, et l'arbre, c'est 15 ans minimum pour faire un arbre adulte. Mais si votre société existe depuis 15 ans, vous êtes dans la zone où il est extrêmement difficile pour cette entreprise de mourir. Et donc, on est dans une zone de 80% de réussite. Derrière cette idée, il y en a une autre, vraiment très intéressante à nos yeux, qui dit que avec le temps, on accumule les trois ressources principales dont un entrepreneur a besoin. L'expérience, d'accord, les ressources et le réseau. Et donc, plus on a passé de temps dans une entreprise à la diriger, à la développer, à lui faire passer les crises, plus on est finalement un chef d'entreprise compétent, un entrepreneur compétent, et plus on a de chances de succès. À l'inverse,
un entrepreneur qui réussit vite, c'est une aberration statistique, c'est quelque chose qui risque de générer le syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi? Est-ce que je fais partie du 1% qui a réussi alors que tous les autres autour de moi échouent? C'est aussi reconnaître que ça existe d'avoir la chance du débutant, et ça n'est pas un malheur en soi, mais ça va créer parfois une peur de recommencer et notamment d'échouer publiquement. On le voit chez les entrepreneurs qui ont développé leur première affaire, qui s'est développée de façon extraordinaire et qui la vendent. Bon, vous savez, si vous nous suivez depuis longtemps, qu'on considère que vendre son entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable, mais ces gens qui sont souvent obligés de vendre à cause de leur méthode de financement agressive vont avoir souvent la peur de recommencer parce que comme leur succès aura été très public, eh bien, l'échec le sera aussi. Et donc, il y a des idées et des noms qui viennent en tête de célèbres entrepreneurs qui, effectivement, préfèrent aller faire autre chose que de recréer des entreprises. C'est probablement un mécanisme lié au fait que bah, si j'échoue, ce qui serait statistiquement probable, hein, en tout cas sur une croissance rapide, eh bien, on le leur, ce serait très visible. Et face à ça, si vous avez réussi vite, ce qui n'est ni bien ni mal, mais c'est un état de fait, si votre réussite a été très rapide, eh bien, dites-vous qu'un sportif qui aurait eu sa première médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo cette année, eh bien entendu, ne s'arrêtera pas là. Et donc, finalement, un entrepreneur, ben, c'est qu'un peu comme un sportif, et vous êtes en train de réussir, bien continuez, vous n'avez pas gagné toutes vos courses, loin de là, bien sûr, mais vous avez l'expérience d'avoir vécu la victoire, remettez les crampons et retournez à l'entraînement. Donc cette première chronique, si vous voulez, elle reconnaissait aussi le rôle du hasard. Vous connaissez notre passion pour Nassim Taleb et le respect que nous avons pour les idées qu'il a développées dans plusieurs de ses livres. Et il y a une très belle chronique de Jean-Christophe sur la chaîne YouTube qui s'appelle Incerto et dans laquelle vous pouvez retrouver donc l'ensemble de la pensée synthétique ou synthétisée de Nassim Taleb. Mais reconnaissons que on a une tension entre le fait de faire des entreprises performantes et le fait de faire des entreprises résilientes. On a une tension entre faire des croissances rapides et faire des croissances maîtrisées. Quelque part, on pourrait prendre l'image de l'entrepreneur qui trace un nouveau chemin dans la jungle. C'est difficile, c'est fatigant, et puis peut-être qu'il va réussir à traverser la jungle pour aller jusque là où il le souhaite. Et puis il y a un entrepreneur qui va s'équiper de machines et il va tracer une route. Alors c'est beaucoup plus lent de construire une route que de se tracer son propre chemin à la machette, mais cette route pourra être empruntée par d'autres et elle aura une utilité éventuellement plus forte. Je rappelle aussi que pour ceux qui se souviennent du jeu de poker de leurs années d'études et qui ont peut-être continué après ça, la plus sûre moyen de perdre au poker, c'est d'avoir tout joué sur sur une seule donne et de sortir de la table parce qu'on a perdu finalement tous ces jetons en un seul coup. Et alors que bah, on peut passer des heures et des heures en jouant prudemment. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais ça veut dire qu'on a augmenté ses opportunités de gain si on est capable de rester sur le terrain de jeu. En l'occurrence, si une entreprise pendant des décennies est capable de rester et de servir ses clients et d'avoir son utilité et sa raison d'être, il est possible que des opportunités émergent dont on ne pouvait pas rêver 5 ans plus tôt. Enfin, et c'est toute l'idée, on peut à la fois être dans une construction résiliente, sereine d'entreprise pour viser ces 15 années et en même temps regarder passer les opportunités et les saisir.
Deuxième chronique, pardon, est-il possible pour un entrepreneur de diriger plusieurs entreprises? La réponse, évidemment, est oui. Pour certains entrepreneurs, ça fonctionne. D'autres entrepreneurs ne s'en pensent pas capables. D'autres, enfin, ne le souhaitent pas. Alors, quels sont les avantages de la pluriactivité? Eh bien, la pluriactivité, c'est évidemment avoir une entreprise dans un certain métier, puis dans un autre, et puis peut-être dans un troisième. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une occasion finalement de s'occuper de plusieurs secteurs d'activité. Il peut y avoir des synergies, c'est intellectuellement stimulant. Et puis surtout, si vous arrivez à ce que chacune de ces entreprises puisse avoir un cash flow récurrent, un cash flow libre, ce serait même encore mieux, eh bien, vous commencez à avoir un modèle dans lequel vous avez une accumulation de ressources qui vous permettra de développer des équipes de direction plus musclées. On va le voir dans un instant. C'est surtout aussi la possibilité d'être encore plus utile, puisque le besoin d'être utile pour un entrepreneur, c'est quelque chose que nous rencontrons souvent. Hein. Je rappelle que les entrepreneurs ne sont pas drivés par le risque et par le goût du profit, mais plus clairement par le désir de liberté, de contrôler sa destinée d'un côté, et de l'autre, le désir de pouvoir en permanence réaliser ses objectifs, ce que nous appelons perpetual achievement. Eh bien, lorsqu'on a plusieurs entreprises, bien entendu, on a cette facilité à pouvoir réaliser des choses et à être utile à plusieurs endroits. Petite note, c'est bien entendu possible, aussi bien dans un secteur marchand que dans un secteur non marchand, c'est tout à fait possible, for profit ou non-profit. Alors, bien entendu, ce n'est pas si simple, parce que lorsque vous pilotez plusieurs entreprises, et on a de nombreux clients qui le font, donc on a une grande expérience de ce qu'ils vivent, eh bien, il y a un risque d'éparpillement. Hein. Vous pouvez être, finalement, ne pas vous occuper assez bien d'une entreprise parce que vous êtes ailleurs occupé. Il y a un manque de contrôle qui peut émerger, c'est-à-dire que comme je ne suis pas en permanence dans l'entreprise, eh s'il passe des choses dont je ne suis pas au courant, je ne le découvre que lorsque ça devient délicat. C'est bien plus compliqué à manager, à l'évidence. Il y a un sujet d'allocation de ressources, finalement, puisque les projets peuvent être en concurrence par rapport à l'allocation de ressources. Personnellement, je pense que c'est une bonne idée qu'il y ait une concurrence pour l'allocation de ressources entre vos différentes activités, parce que ça va vous rendre conscient du problème. Sinon, vous allez très naturellement ne pas y penser. Hein. Enfin, ça peut donner de vous une image brouillée. Ah bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait donc cet entrepreneur qui est à la fois dans l'assurance, dans la production de films et dans l'hôtellerie? On ne sait plus très bien, votre banquier se gratte la tête parce qu'évidemment, ce ne sont pas forcément des activités qui sont cohérentes l'une avec l'autre, elles peuvent être tout à fait différentes. Donc, ça n'est pas un modèle pour tous les entrepreneurs, c'est un modèle qui va plutôt convenir aux personnes qu'on va appeler fast thinkers, c'est-à-dire des gens qui aiment bien, qui ont cette capacité de passer rapidement d'un sujet à l'autre. Par opposition à ce qu'on pourrait appeler les deep thinkers, qui sont des gens qui vont rester concentrés sur un sujet, qui seront très heureux d'être sur un sujet et de le creuser à fond. Je vous rappelle qu'il existe dans le cerveau finalement deux façons de fonctionner. Effectivement, la pensée très rapide, très intuitive, et puis la pensée réfléchie, ce que Daniel Kahneman a appelé système 1, système 2, et dont je pense que vous pouvez trouver le livre et des vidéos sur ce livre. Donc c'est plutôt pour les fast thinkers. Il faut avoir en soi la capacité à accompagner suffisamment chaque projet pour que votre présence entrepreneuriale, hein, je rappelle que pour vos équipes, vous êtes l'homme clé de l'entreprise, et donc que votre présence soit suffisante et significative pour que le projet puisse progresser. Et puis, bien entendu, vous ne pourrez pas être hands-on, vous ne pourrez pas avoir la main sur tous les petits détails de l'entreprise si vous en gérez plusieurs. Il va donc falloir apprendre à déléguer. Là encore, certains entrepreneurs sont très à l'aise dans la délégation,
Ils ont appris à le faire, ils ont mesuré les bonnes façons, mesuré les moins bonnes façons de déléguer, et donc ils sont à l'aise avec ça. D'autres entrepreneurs, en revanche, sont moins à l'aise avec la délégation. Quels sont donc les facteurs clés de succès lorsqu'on a plusieurs entreprises? Nous avons remarqué que quelque chose qui fonctionne bien, c'est d'allouer des journées à chaque activité. Le lundi, je m'occupe de cela, le mardi de ceci, le mercredi, je fais autre chose, le jeudi, etc., etc. Ce qui marche bien également, c'est d'installer vos équipes dans différents locaux, des locaux distincts, et non pas sur un grand plateau comme certains entrepreneurs ont essayé de le faire, mais qui soient relativement proches l'un de l'autre, pour qu'à la fois il y ait une forme d'unité pour l'équipe qui travaille sur un projet d'entreprise, mais en même temps que vous puissiez rapidement passer d'un bureau à l'autre. Ça peut être différents étages du même immeuble. Nous avons un cas célèbre d'un de nos clients qui avait logé secrètement une équipe de 5 personnes à l'étage supérieur de ses bureaux en leur confiant une mission qui allait devenir le principal générateur de business de son entreprise, mais qui était tellement en dehors du schéma de fonctionnement à l'époque de son entreprise que bien sûr, il ne pouvait pas les loger au milieu des autres ingénieurs. Il faut prendre du recul régulièrement. C'est-à-dire que même si vous êtes un fast thinker, même si vous adorez passer d'un projet à l'autre et faire avancer chacun des projets, un petit peu comme un chef de cuisine qui ferait à la fois cuire un poisson, mijoter un pot-au-feu et préparer finalement un troisième plat en même temps, il faut à un moment faire un pas de recul et regarder comment ça se passe. C'est très très important de ne pas être entraîné finalement dans une espèce de course effrénée. Et enfin, et vous allez voir que ça commence à se tisser, alors même qu'à l'époque, je ne pensais pas à faire les chroniques entre elles, bâtir une équipe, entre guillemets, holding, qui intervient sur tous les projets, c'est-à-dire une équipe pluridisciplinaire, mais dans laquelle vous pouvez retrouver votre directeur administratif et financier, votre DRH, votre responsable des systèmes d'information, votre responsable marketing, et faire grandir cette équipe qui viendra être une ressource pour l'ensemble des entreprises, ce qui veut dire que même une entreprise de petite taille ou qui démarre, un projet qui démarre, aura des gens extrêmement compétents qu'elle ne peut pas en général s'offrir, qui viendront l'accompagner et donc augmenter ses chances de succès. Troisième chronique, la holding. Alors, on vous donnera souvent 4 raisons pour créer une holding selon que vous parlez à tel ou tel de vos conseils. On vous dira d'abord, au point de vue financier, c'est intéressant. Puis, on vous dira, au point de vue juridique, c'est intéressant. On vous dira, au point opérationnel, c'est très intéressant. Et au plan patrimonial, c'est très intéressant. Donc, vous parlez à votre expert comptable, il vous expliquera tout ce que vous avez à savoir sur la holding au plan de vue financier. Votre avocat vous donnera tous les avantages de la holding au plan juridique. Vous croiserez des gens qui sont des experts d'organisation entrepreneuriale et qui vous diront « Ah, il y a beaucoup d'avantages à avoir un fonctionnement holding et société d'exploitation. » Et enfin, votre banquier privé ou celui qui essaye de vous attirer dans sa banque privée parce qu'il voit que vous allez bientôt pouvoir le faire vivre, donc au plan patrimonial, vous dira « Ah, c'est super d'avoir une holding. » Il existe une 5e raison que nous avons trouvée chez Melchior Chassagne et compagnie et dont je vous parlerai à la fin de ce résumé. La première raison, les raisons financières, c'est simple. Il va y avoir une discrétion, une séparation de la sphère personnelle et professionnelle. Vous pourrez, à l'intérieur de votre holding, gérer votre rémunération comme vous l'entendez, sans que l'ensemble de vos collaborateurs soient forcément au courant de combien vous vous payez, et vous aurez une rémunération, un flux entre la holding et la société d'exploitation qui sera un flux général et qui sera
éventuellement plus discret. Vous avez une simplification de votre relation bancaire parce que quand vous êtes un entrepreneur et que vous détenez en direct les parts de votre entreprise opérationnelle et que vous avez besoin de financer, refinancer par exemple le rachat de titres d'un minoritaire, eh bien, en tant que personne physique, c'est possible, mais ça sera un prêt personnel, c'est compliqué à mettre en place, surtout pour des grosses sommes. Et la relation bancaire sera beaucoup plus simple avec une personne morale qui a des bilans, qui a une personnalité morale. Je vous rappelle que c'est le fonctionnement de la société. Elle a une personnalité juridique. Donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir des relations avec les tiers, notamment avec votre banquier, mais pas que, lorsque vous êtes une entreprise, lorsque vous êtes une personne. Ça vous permettra de faire des gestions centralisées de trésorerie. Et puis, évidemment, si vous êtes audacieux, vous pourrez faire des effets de levier capitalistiques sur le fait d'avoir une holding que vous ne pouvez pas faire en tant que personne physique. Ça, ce sont classiquement les raisons qu'on donne pour créer une holding. Ce sont des raisons extrêmement valables. Les raisons juridiques et fiscales, balayons-les rapidement, mais en séparant votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel, la holding crée un écran intermédiaire entre les risques qu'il y a inhérents à l'activité entrepreneuriale et le fait que vous devez protéger votre famille de ce qui pourrait vous arriver. Ça vous donne aussi, bien sûr, de la souplesse dans des opérations capitalistiques, notamment en cas de croissance externe. C'est très intéressant au plan fiscal, puisque la fiscalité pour les dividendes, notamment, est beaucoup plus douce dans un régime mère-fille entre une holding et une société d'exploitation détenue que si vous appréhendiez vos dividendes à titre personnel. Il y a des avantages fiscaux généraux comme l'intégration fiscale, et puis sur les plus-values, en cas de cession d'une filiale, c'est beaucoup plus agréable. Et donc, vos fiscalistes et vos avocats vous expliqueront qu'il est très, très utile d'avoir une holding. Troisième grande raison, ce sont les raisons opérationnelles. On en a parlé il y a quelques instants. On peut loger des fonctions support à l'intérieur de cette holding. On peut recruter ainsi des collaborateurs de meilleur niveau. On peut mutualiser des coûts, avoir une architecture commune en juridique, en fiscal, en RH, une infrastructure digitale. Ce sont à la fois des gains qui sont liés au fait qu'on peut avoir des synergies de coûts, donc on paye moins cher finalement que si on payait pour chaque entreprise, mais également des synergies positives au sens où on a de meilleures compétences et donc on fait de meilleures choses. Alors ça a ses limites, hein, mais en général, une équipe holding qui s'occuperait de plusieurs sociétés à la fois vous permettra de gagner en compétences et en budget. Ça donne aussi, et c'est important, une clarification stratégique et managériale. Quand on est dans le conseil d'administration de la holding et qu'on regarde les filiales, on se pose des questions d'actionnaire. Quand on est président d'une filiale, finalement, on est aussi, normalement, en train de se poser des questions stratégiques et managériales, mais elles vont être teintées par le fait qu'on est dans l'opérationnel. Les gens viennent vous voir et vous disent « Ah, eh bien, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce dossier de tes clients et ce fournisseur, on a un problème, etc. » Bon, ça c'est le quotidien évidemment de l'entrepreneur, mais quand est-ce qu'on se pose et qu'on prend du recul? Finalement, c'est une instance, la holding, où on organise la prise de recul. On peut faire intervenir des gens au conseil d'administration de la holding qui peuvent être des gens extérieurs, qui peuvent venir vous challenger, vous donner des idées complémentaires. Enfin, il y a un sujet de synergie. Alors, je rappelle toujours, les synergies, c'est moins qu'on aimerait, mais pas rien. Donc, entre différentes sociétés, même de secteurs différents, il y aura forcément des bonnes idées qui vont pouvoir se nouer entre les équipes et entre les expériences que peuvent vivre telle ou telle de vos filières. Quatrième grande raison, je m'arrête un peu sur la holding, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui bénéficient de prendre un peu de recul là-dessus. Les raisons patrimoniales, c'est bien sûr, comme on l'indiquait, vous clarifiez votre stratégie, donc vous avez une meilleure stratégie actionnariale, vous diversifiez mieux votre patrimoine professionnel, vous gérez mieux vos cash flows et vos flux d'investissement. Il n'y a pas seulement les cash flows qui remontent dans la holding, il y a aussi les cash flows qui redescendent de la holding vers les différentes sociétés.
Et puis enfin, vous allez prendre de l'âge comme tout le monde et peut-être que vous aurez envie d'organiser une transmission générationnelle. La holding est un bon outil pour transférer d'une génération à l'autre les entreprises qu'on a pu créer ou qu'on a pu reprendre ou dont on a hérité soi-même. Il existe une méta-raison. Et cette méta-raison, c'est de devenir un bon actionnaire. Et devenir un bon actionnaire, c'est compliqué parce que on est à la fois, quand on est un entrepreneur, un être humain, un homme ou une femme, et on a tous les problèmes habituels d'un homme ou une femme qui n'est pas entrepreneur, et ces problèmes, ce n'est pas les mêmes à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50, 60, 70 ou 80, et on peut vous en parler parce qu'on a fait le balayage complet. On a eu des entrepreneurs qu'on accompagnait, ils ont vieilli depuis, qui n'avaient pas encore 20 ans, et des entrepreneurs qui avaient plus de 80 ans. J'ai eu cette semaine au téléphone un entrepreneur de 91 ans. Je peux vous dire que tant que le cerveau fonctionne, l'esprit entrepreneurial demeure. Et donc, dans cette sphère personnelle, eh bien, évidemment, vous devez essayer de faire le meilleur effort sur vous-même pour rester en bonne forme physique, avec des relations harmonieuses dans votre famille, en étant un individu finalement avec lequel on a envie d'échanger tout ce qui peut être des choix de vie qui sont des choix personnels. Plus près de votre réalité quotidienne, vous êtes bien entendu un chef d'entreprise, avec tous les sujets habituels du chef d'entreprise, entrepreneur ou pas, puisqu'on peut être un chef d'entreprise non entrepreneur, hein, même un manager va avoir les mêmes problèmes que l'entrepreneur, de RH, de stratégie, de marketing, de clients, de fournisseurs, de fiscalité, que sais-je, etc. Entre les deux, une troisième sphère, celle de l'actionnariat. C'est la même personne qui va vivre dans ces trois sphères. C'est vous qui êtes à la fois un homme ou une femme, un actionnaire et un dirigeant. Et donc, isoler cette sphère à l'intérieur de votre holding, y réfléchir à un endroit que vous designez pour cela, ça vous permettra d'être un meilleur actionnaire. Parce que vous êtes plus qu'un chef d'entreprise. Vous devez endosser la responsabilité du propriétaire. Je vous rappelle qu'il existe un livre qu'on recommande à tout le monde, qui s'appelle La stratégie du propriétaire, écrit par Alain Bloch, l'ancien responsable de HEC Entrepreneur. Alain, si tu nous écoutes, tu sais qu'on apprécie infiniment tes livres. Stratégie du propriétaire, chez Pearson, on recommande la lecture à tous les entrepreneurs. Le sous-titre Enquête sur la résilience des entreprises familiales face à la crise. Ce livre, je ne sais pas si vous allez le voir, non, évidemment, avec le fond, vous ne le verrez pas. Ce livre est un must-read. Vous devez donc développer, je pense que vous l'avez compris, une stratégie actionnariale. Ne pas avoir de stratégie, c'est être ballotté au gré du vent. Et ça ne veut pas dire que parce que vous avez une stratégie, ça va se passer comme prévu. Ça veut juste dire que vous allez avoir une idée de là où vous allez. Enfin, le cas échéant, et c'est toujours très drôle, vous allez devoir gérer l'abondance. Alors ça arrive de temps en temps, mais pas souvent. Hein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont tout le temps besoin de cash et qui se retrouvent jamais dans ce moment où il y en a trop. Mais ça peut vous arriver. Vous avez une, deux, trois sociétés. Elles se mettent à bien fonctionner. Et vous n'avez pas besoin de réinvestir tout le cash généré par chacune de ces entreprises. Ce cash remonte dans la holding par les mécanismes qu'on a évoqués tout à l'heure. Et vous vous retrouvez avec un bas de laine, une trésorerie qui augmente. On avait croisé il y a quelque temps avec Jean-Christophe des entrepreneurs qui avaient cumulé 12 millions d'euros dans une société de trésorerie, dans une société qui faisait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ils avaient en trésorerie une année et demie de chiffre d'affaires. Alors c'était complètement surprenant, c'est très très rare. Et ça arrive. C'est ça le fait d'en avoir rencontré beaucoup et d'être depuis longtemps aux côtés des entrepreneurs. Je peux vous dire, nous pouvons vous dire, ça arrive. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Si vous n'avez pas l'outil pour gérer cette abondance de ressources, si vous n'avez pas finalement un modèle qui vous permet, parce que cette ressource, elle peut être aussi humaine, hein, si vous n'avez pas, par exemple, l'outil pour faire passer d'un projet à l'autre
quelqu'un de talentueux dans une de vos entreprises qui va s'en aller parce qu'il a fait le tour de ce que vous lui avez demandé de faire, il a fait le tour de cette entreprise, eh bien, si vous avez un autre projet sur lequel vous pouvez l'entraîner, et ça les entrepreneurs le voient bien, vous pouvez tout à fait lui proposer de venir travailler sur un autre projet et pourquoi pas rejoindre leur équipe. L'abondance, ce n'est pas seulement le cash, mais ça peut être aussi le cash. Alors, et pour finir, si on essaye de tisser entre elles ces trois idées, il faut 15 ans pour réussir. On peut gérer plusieurs entreprises. Et ce n'est pas idiot d'avoir une holding. Qu'est-ce que ça donne? D'abord, le temps long. Par opposé à votre semaine, votre mois, votre trimestre et votre année, qui souvent sont l'horizon de l'entrepreneur. Là, ce que je vous propose, c'est de prendre du recul, de monter au sommet de la montagne, d'espérer qu'il n'y aura pas trop de nuages et de faire porter votre regard au loin. Mais vraiment au loin. Vous savez qu'on peut voir le Mont Blanc de plus de 200 km à la ronde. Vous savez qu'on peut, lorsqu'on est en bateau par exemple, voir l'horizon, c'est en fait la courbure de la Terre. Et donc c'est loin. Okay. Nous croyons que pour certains entrepreneurs, la pluriactivité est une façon d'exprimer l'excès d'énergie, de désir d'achievement perpétuel qu'ils ressentent. Parfois, un entrepreneur est à l'étroit dans une seule entreprise. Alors, il peut innover dans son entreprise. C'est le cas célèbre, par exemple, d'Henri Seydoux chez Parrot, qui est passé de l'activité de puces électroniques pour les automobiles à numéro un mondial des drones. Des drones à l'époque où c'était le cadeau de Noël qui permettait à un enfant et son papa ou sa maman de jouer ensemble. C'était le mécano du 21e siècle. On va aller faire du drone ensemble et quand il va se casser, on va changer la pièce ensemble, comme peut-être vos parents ont pu jouer au mécano avec vous ou au Lego ou à tout autre jeu, au petit train électrique. C'était une occasion plurigénérationnelle de faire une activité ensemble. Eh bien, comment est-ce qu'on passe du design de puces électroniques à la fabrication d'objets grand public vendus dans le monde entier? Mais c'est à l'intérieur de la même entreprise, on a fait une pluriactivité. Cette pluriactivité, elle peut aussi se faire sur plusieurs entreprises. Enfin, si vous n'avez pas de holding, je vous propose d'y réfléchir, éventuellement de venir nous en parler, mais aussi d'en parler à votre avocat, à votre expert comptable, et à des gens qui en ont une pour leur demander si ça les a aidés et en quoi ça les a aidés. Et enfin, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudra progressivement vous détacher de l'opérationnel. Une entreprise qui aurait encore besoin de son entrepreneur au jour le jour, au bout de 15 ans, c'est probablement que vous n'avez pas mis en place les équipes de direction, les process, et que vous n'avez même pas transmis votre savoir-faire à vos collaborateurs qui devraient être capables de prendre progressivement des décisions basées sur vos valeurs, basées sur vos règles de fonctionnement, aussi bien que vous. Et donc, ce blueprint qu'on vous propose, il a cette qualité de vous obliger à ne plus être au quotidien dans chacune de vos entreprises. En conclusion, parce qu'il y en a une aventure c'est bien, pourquoi pas avoir 10 aventures et pourquoi pas, au lieu de les faire séquentiellement, les faire simultanément. Alors, on ne passe pas de une entreprise à 10 en 12 mois, hein, mais pourquoi pas en faire une deuxième? Puis quand on en a deux, pourquoi pas en faire une troisième? Et aujourd'hui, nous accompagnons plusieurs entrepreneurs qui ont entre 6 et 10 entreprises qu'ils gèrent d'une façon extrêmement harmonieuse, extrêmement professionnelle. Donc, c'est possible. C'est un autre rôle pour l'entrepreneur. Bien sûr, quand on a le nez dans le guidon et qu'on pédale très fort et qu'on sent que la pente est forte et donc que dans certaines années de l'entrepreneuriat, c'est difficile. Ce que nous vous disons là aujourd'hui,
est difficile à entendre, ça ne peut pas être cohérent avec votre quotidien. Mais il arrive un moment dans la vie entrepreneuriale où vous êtes avec les bons collaborateurs, les bons clients, les bonnes offres sur un marché qui fonctionne et vous avez une croissance. Là, vous avez deux choix. Accélérer cette croissance et finalement faire un bateau qui va très vite ou une voiture qui roule très vite. Ou bien, vous pouvez choisir de prendre un pas de recul et d'utiliser ce moment où vous n'êtes plus nécessaire au quotidien de la même manière pour avoir un autre rôle, celui qui fait naître d'autres projets. Encore une fois, qui peuvent être marchands ou non marchands. Vous êtes tout aussi bien un entrepreneur qui crée une école pour enfants autistes, comme j'en ai croisé un il y a quelques jours, que lorsque vous êtes un entrepreneur qui dirige une entreprise industrielle, ce qui était le cas de ce monsieur. Enfin, il y a une satisfaction profonde de votre curiosité et de votre goût de l'achievement perpétuel. Et donc, pour ceux qui s'en sentent capables et pour ceux qui en ont envie, et vous êtes nombreux, nous serions ravis de continuer à échanger avec vous sur ce sujet-là. Merci Patrick. Alors, est-ce que nous avons des questions rapides sur le chat éventuellement? Ou sur le chat de YouTube. Mathieu, tu avais une question? Non, mais plutôt une validation de ce que tu viens de dire, Patrick. Quand je vous ai connu il y a à peu près 10 ans, j'avais une activité et j'en ai lancé 3 au total sur chacune, sur 9 ans. Donc une tous les 3 ans. Et donc, en fait, ce qui est important de ce que j'ai compris, c'est qu'entre deux, il faut automatiser la précédente au maximum pour pouvoir faire et se concentrer sur le développement de la suivante. Et comme on dit en latin, bis repetita placent, répéter à chaque fois les choses ainsi. Voilà. Merci de ce témoignage. Question pour toi. Qu'est-ce que tu as, quelle a été ta plus grande satisfaction ou tes plus grandes satisfactions à avoir plusieurs entreprises? Ben, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que je pouvais faire du cross-selling, c'est-à-dire coupler les activités pour apporter de la valeur aux clients qui pouvaient venir d'une activité, par exemple bien-être et médecine douce, vers de l'esthétique et de la minceur. Donc, ça crée de la valeur pour les gens et puis aussi pour l'activité. Donc, ça crée un effet systémique qui augmentait de la valeur, en fait. Donc des synergies positives. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. OK. Merci Mathieu pour ce témoignage.